Eh bien, tout d'abord, merci pour l'invitation et je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une partie des travaux que j'ai menés on peut dire ces 20 dernières années sur la question des réfugiés au Proche-Orient et plus particulièrement dans deux pays. Deux pays où j'ai longuement travaillé, le Liban et la Jordanie, et en partie sur la question des réfugiés syriens. J'ai eu la chance de connaître et de pouvoir vivre en Syrie avant la crise de 2011, et donc de pouvoir avoir une connaissance assez profonde de la société syrienne avant qu'elle ne soit éclatée par le conflit et une large partie de sa population soit contrainte au déplacement interne et à l'exil. Et donc aujourd'hui, comme ça a été signalé, je vais particulièrement me concentrer sur deux pays, le Liban et la Jordanie, qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève de 1951. Et ça fera l'objet d'une première partie de la réflexion pour essayer de comprendre les enjeux, les raisons pour lesquelles ces pays ne sont pas signataires et ce que ça implique pour les populations réfugiées, migrants forcés, déplacés et apatrides qui résident dans ces deux pays. Mais tout d'abord, je vais faire un petit rappel, peut-être partir d'un paradoxe qui a guidé une partie de ma réflexion dans la région. C'est que le Liban et la Jordanie sont des pays qui aujourd'hui accueillent probablement le plus grand nombre de réfugiés par rapport à leur population. On a plus d'1,5 million de réfugiés probablement au Liban, pour une population qui est aussi entre 4 millions et 6 millions. C'est une population qui est estimée. Tous les chiffres dans la région sont toujours soumis à caution, donc il ne faut pas s'attacher. Ce sont des ordres de grandeur qui est important de retenir. Donc on a près d'un quart de la population qui est composée de migrants forcés, ce qui est tout à fait considérable. Et la Jordanie également compte pour près de la moitié de sa population est d'origine palestinienne, et puis accueille depuis très longtemps également des réfugiés syriens, irakiens, yéménites, somaliens, soudanais, et ainsi de suite. Donc on est sur des proportions tout à fait importantes. Entre le quart et la moitié de la population sont des réfugiés, et ces pays n'ont pas de dispositif d'asile particulier. Ils n'ont pas comme en France, d'organismes qui sont en charge de traiter de ces questions. L'autre dimension qui peut être considérée également comme un paradoxe, c'est le fait que ces deux pays accueillent des réfugiés, mais depuis très longtemps. Nous ne sommes pas du tout dans des temporalités courtes, mais depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, ils accueillent de très nombreuses populations réfugiées, que ce soit des populations tcherkesses, originaires du Caucase, aux confins des empires ottomans et russes de l'époque, qui se sont installés, qui ont entre autres contribué à la fondation de la capitale jordanienne. Amman a été fondée par des populations tcherkesses, et aujourd'hui encore, c'est une communauté qui joue un rôle central auprès de la royauté. Et puis ensuite, avec la fin de l'Empire ottoman, l'avènement de la jeune République turque, les déplacements suite au génocide arménien et assyro-chaldéen au début du XXe siècle, on a donc la dispersion de très nombreux Arméniens assyro-chaldéens qui viennent s'installer dans ces pays. Et les premiers camps de réfugiés, en tant que tels, sont nés à cette époque. Et quand on intègre cette dimension historique dans la réflexion, on se rend compte que, par exemple, certains camps de réfugiés palestiniens au sud Liban ont été créés par les Français en 1937 pour accueillir des réfugiés arméniens, sont devenus en 1948 des camps de réfugiés pour les Palestiniens, et aujourd'hui accueillent des populations syriennes. Et donc on a presque un siècle, 90 ans d'exil, 90 ans de camps de réfugiés qui sont matérialisés dans ces pays. Et donc ce sont des espaces tout à fait singuliers sur lesquels j'ai pu longuement travailler. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait ce rappel historique un peu rapide sur les enjeux que peuvent représenter la présence de ces groupes réfugiés, on est toujours assez étonné du fait que ces pays n'aient pas de dispositif d'asile et ne soient pas signataires de la Convention. Alors, pour revenir à pour tenter de trouver une généalogie de l'asile dans ces deux pays, il faut revenir à
à un événement fondateur qui a eu lieu un petit peu avant la naissance de la Convention en 1951. C'est l'exil des Palestiniens en 1948, qu'on peut considérer comme une sorte finalement de matrice, à partir de laquelle la question de l'asile a été conçue et a été pensée dans ces deux pays. Ce qui donne naissance également à une spécificité tout à fait singulière, puisque c'est la seule région au monde où cela existe. Il y a deux agences de l'ONU qui s'occupent de réfugiés. D'un côté, l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui est née en 1949, un an après la création de l'État d'Israël et l'exil forcé des Palestiniens de 1948, et le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est né, lui, suite à la Convention. Donc on a deux agences de l'ONU, deux agences qui traitent des réfugiés, avec deux mandats qui sont légèrement différents. L'UNRWA, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, a plutôt un mandat de service et d'assistance des réfugiés, on verra pourquoi, et le Haut Commissariat aux réfugiés, qui évidemment dans la dimension de la protection des réfugiés est tout à fait central, même si évidemment le principe de l'assistance est tout à fait important. Alors revenons à 1948, pour essayer de comprendre cette matrice, la façon dont l'asile a été conçu dans ces deux pays. On a en 1948 la création, en mai 1948, de l'État d'Israël, et qui a eu pour corollaire un exode palestinien extrêmement massif, puisque si on reprend le territoire de ce qui a été Israël jusqu'en 1967, donc c'est-à-dire les territoires qu'on dit de 1949, on a près de 90% de la population palestinienne qui a été contrainte au départ. Donc on est sur un exode extrêmement massif, de plusieurs centaines de milliers de personnes. On estime à peu près à 750 000 Palestiniens qui ont dû quitter leur territoire sur 900 000. Donc c'est un exode qui est tout à fait massif à l'époque, et donc il se disperse dans les différents pays voisins. La question palestinienne, évidemment, est antérieure à la Convention. On est entre la Seconde Guerre mondiale et la période où la Convention a été mise en place en 1951. Et donc, évidemment, quand le problème palestinien naît, il n'y a pas d'instrument à l'époque. La Convention n'existant pas, ils ne peuvent évidemment pas relever de la Convention de Genève. C'est la première raison et une des raisons principales pour lesquelles les Palestiniens disposent d'une agence spécifique. Mais évidemment, quand la Convention a été discutée en 1951, la question s'est posée de l'intégration ou non, a posteriori, de la population palestinienne au nouveau régime général qui a été créé. Outre le fait que ce régime a été créé pour les réfugiés en Europe, on avait donc des limitations géographiques et temporelles dans la Convention de 1951, et donc les Palestiniens de facto étaient en dehors du champ d'application de la Convention telle qu'elle a été produite en 1951. S'est posée une question beaucoup plus profonde, et c'est là où on va en arriver à cette question de la généalogie et de la matrice, c'est que l'acception de la notion de réfugié était totalement différente du point de vue des États arabes que celui des États européens qui ont été à l'origine de la Convention de 1951. Et c'est là où je vais peut-être m'attarder un tout petit peu sur cette question de l'approche qui va, vous le verrez, fortement conditionner la façon dont l'asile s'est construit dans des périodes beaucoup plus récentes. Du point de vue palestinien, et du point de vue des États arabes qui ont accueilli les réfugiés en 1948, la question des réfugiés, elle n'est pas d'ordre juridique, elle n'est pas d'ordre de protection, elle n'est pas là pour régler une anomalie juridique, c'est-à-dire donner à une population apatride un statut, une protection, mais elle relève d'une conception purement politique. L'idée est qu'évidemment, pour les États arabes comme pour les Palestiniens, seul le retour dans le territoire palestinien pour fonder la nation palestinienne dont le processus de construction nationale a été arrêté par la naissance et la création de l'État d'Israël en 1948, le retour est la seule option. Donc les deux autres options qui sont envisagées classiquement par le Haut Commissariat aux réfugiés, comme l'intégration dans les pays d'accueil, est inacceptable, et la réinstallation dans un pays tiers est considérée par la plupart des Palestiniens à l'époque, comme par les États arabes, comme étant la dilution de la question palestinienne et donc sa non-résolution politique. Donc on le voit ici, on a une approche
politique qui conditionne la perception d'une vague de réfugiés, et l'approche de type juridique, l'approche en termes de protection, n'est absolument pas du tout centrale. Donc les États arabes souhaitent, au final, qu'une agence internationale s'occupe d'apporter des services, éducation, santé, aux réfugiés palestiniens, mais n'interfère pas dans la question de leur statut politique et sur la question du retour, avec évidemment l'idée que les camps de réfugiés doivent être le symbole du caractère temporaire de l'accueil des réfugiés dans leur pays. Évidemment, l'histoire donnera un autre visage à cet accueil et à ces camps, et on y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'aujourd'hui, ils sont un des lieux où viennent s'installer des réfugiés plus récents, comme les réfugiés syriens. Alors, ce qui va se passer ici, c'est qu'on a une intégration de facto des réfugiés palestiniens dans leurs états d'accueil, avec très rapidement deux perspectives totalement différentes. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais qu'il était intéressant de mettre en perspective. Il ne s'agit peut-être pas de comparer terme à terme la situation en Jordanie avec celle qu'on peut trouver au Liban, mais je pense que ces deux pays représentent un peu deux pôles extrêmement antagonistes ou très très différents en termes d'approche sur les réfugiés. Alors on a d'un côté la Jordanie, qui est un jeune État avec une royauté assez peu légitime, puisqu'elle a été mise par l'ancienne puissance britannique, et qui est en recherche d'une légitimation politique. Donc on a une jeune monarchie hachémite avec une volonté de se positionner dans le champ arabe et de se positionner comme un État, comme structurant dans la région, avec un certain leadership sur la cause arabe. Et donc la Jordanie, très rapidement, va annexer la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est faisait partie à l'époque, avec une forte dimension de légitimation religieuse de la monarchie hachémite à cette époque-là, et va, en 1950, intégrer l'ensemble des citoyens résidant dans l'espace transjordanien et cisjordanien à son collectif national. Et donc, elle octroie la nationalité à l'intégralité des personnes qui résident sur son territoire, sur les deux rives du Jourdain. Et donc, les Palestiniens deviennent citoyens de l'État jordanien tout en étant réfugiés. Donc on a une sorte de double inscription. Il y a un département des affaires palestiniennes en Jordanie qui continue à enregistrer les Palestiniens comme réfugiés, et dans le même temps, ce sont des citoyens avec tout ce que cela peut donner comme droit au vote, et ainsi de suite. Il y a des premiers ministres palestiniens, et ainsi de suite, d'origine palestinienne en Jordanie. Donc on a ce régime extrêmement singulier de personnes qui maintiennent leur statut de réfugiés, d'une certaine façon, avec un enregistrement auprès d'un service de l'État et de l'UNRWA, et parallèlement, ce sont des citoyens de leur État. Et là, on a une vision tout à fait politique. À l'époque, la monarchie hachémite cherchait à se légitimer dans l'espace arabe et a donc octroyé la nationalité à l'intégralité des personnes résidant sur son territoire. Donc on le voit bien ici, on a un lien extrêmement fort, singulier, entre le processus de construction nationale jordanien et la question des réfugiés. Donc avec cette vision intégrative et cette vision à portée régionale. D'un autre côté, on a le Liban. Le Liban est, dirons-nous, aux antipodes. On a un pays qui se structure, comme vous le savez, depuis le pacte national, qui a été fondé à l'époque du mandat français, se fonde sur une coexistence entre différents groupes et groupes confessionnels qui se répartissent de facto le pouvoir au Liban. Et donc, cette répartition, elle repose sur un recensement qui a eu lieu en 1932. Depuis, il n'y a plus de recensement de la population au Liban, donc c'est le dernier qu'on ait. Et l'équilibre des pouvoirs se fonde sur cet élément assez, aujourd'hui évidemment, fictif, d'un équilibre entre les différents groupes confessionnels qui leur répartit le pouvoir. Ça va sans dire, la majeure partie des Palestiniens qui sont arrivés sont de confession musulmane sunnite, pour leur écrasante majorité. Il y a quelques chrétiens et quelques chiites, mais ça demeure limité en proportion. Et donc évidemment, la place
d'un groupe communautaire important, une centaine de milliers de personnes arrivent en 1948 au Liban, dans une population qui faisait peut-être à peu près 1,5 million à l'époque, donc c'est tout à fait considérable, on a 7-8% de la population en plus. Le fragile équilibre confessionnel au Liban, sur lequel repose le système politique, ne permet pas l'intégration de groupes aussi importants, au risque de créer des déséquilibres dans la population libanaise. En tout cas, c'est la façon dont c'est perçu dans la construction nationale. Il ne s'agit pas ici de justifier ou d'adhérer à tel ou tel point de vue. Et donc, se met en place une politique graduelle d'exclusion. Et donc, le Liban va avoir un des régimes les plus stricts à l'égard des Palestiniens dans l'ensemble du monde arabe. Les Palestiniens demeurent donc apatrides, sont enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur comme étant des réfugiés, et ils sont exclus graduellement de la quasi-totalité des droits au Liban, puisqu'ils n'ont presque pas le droit de travailler, ils n'ont qu'un accès extrêmement limité aux services publics libanais quand ceux-ci existent, ils n'ont pas le droit à la propriété, ils n'ont pas le droit d'exercer un très grand nombre de professions au Liban, et ils disposent de très fortes limitations à un nombre d'accès aux droits civils qui sont extrêmement handicapants pour la population palestinienne, qui est l'une des plus pauvres de la diaspora. Donc on le voit ici, le processus de construction nationale, autant en Jordanie a développé un principe intégrateur, autant au Liban, il s'est soldé par une exclusion extrêmement forte. Et ces deux éléments-là, il faut bien les avoir en tête pour comprendre comment par la suite les autres réfugiés qui vont venir s'installer dans ces pays vont s'intégrer ou non. Avec un point particulier sur lequel je reviens et j'insiste peut-être un petit peu plus, c'est cette fameuse question des camps palestiniens. Alors évidemment, quand on a des mouvements de réfugiés aussi importants que ceux qui ont pu avoir lieu après la guerre en Irak ou la guerre en Syrie, se pose la question de comment les accueillir et comment les installer dans les pays d'accueil. C'est une question qui est assez centrale et qui se pose régulièrement. Jusqu'en 2012, l'ensemble des pays de la région, en tout cas le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte, ont refusé de construire des nouveaux camps pour l'accueil des réfugiés syriens. Et c'est une question qui a interrogé nombre d'acteurs internationaux, comme le Haut Commissariat aux réfugiés, et nombre d'ONG qui travaillent dans ces pays. Et la question était, pourquoi ne pas construire des camps alors que cela peut permettre effectivement de répondre à une urgence humanitaire quand elle se présente, et comme elle s'est présentée à partir du début de l'année 2012 en Syrie. Eh bien, dans la perception de la plupart des États arabes, encore une fois, c'est la matrice palestinienne qui fonctionne. Si on construit un camp, 75 ans après, ces camps seront toujours là. Ce seront des poches de pauvreté, ce seront une installation durable de ces populations, et éventuellement, comme ça a pu avoir lieu malheureusement, on ne reviendra pas sur les contextes historiques parce que ce serait extrêmement long de les balayer un à un, mais si on se rappelle Septembre Noir en Jordanie en 1970, puis ensuite la guerre des camps, les massacres de Sabra et Shatila, et ainsi de suite au Liban, on se rend bien compte que la question des camps, c'est un point de fixation extrêmement important, puisque ça a été le lieu de mobilisation palestinienne, mobilisation politique, mais aussi mobilisation armée. Et ce sont des lieux qui ont été des espaces dans lesquels les pays se sont sentis privés d'une partie de leur souveraineté, et qui ont été des lieux de déstabilisation et éventuellement de participation à des conflits. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de revenir sur les causes et sur la complexité de ces moments historiques, évidemment, sur lesquels on pourrait disserter pendant très longtemps, mais il faut bien s'imaginer que la question, elle est perçue comme ça. Le camp, au Proche-Orient, c'est considéré comme étant un camp palestinien. Un camp palestinien, c'est un lieu de pauvreté, un lieu qui résiste au pouvoir et un lieu qui s'inscrit dans la durée. Et donc la création d'un camp, quand la crise syrienne est arrivée, les autorités libanaises ont immédiatement mis le veto sur la création d'un quelconque camp officiel, craignant d'un côté que cela inscrive les Syriens de façon pérenne dans le paysage social libanais, mais aussi que cela puisse servir de lieu de déstabilisation et éventuellement de réarmement de certaines milices syriennes qui auraient pu mener, comme l'ont fait les Palestiniens à l'époque, s'armer et mener des opérations militaires dans leur pays d'origine.
Donc, pour résumer, un réfugié au Proche-Orient, c'est avant tout un Palestinien, c'est la figure. Et un camp est avant tout un espace de déstabilisation qui s'inscrit dans la durée, ce qui peut venir un peu contredire les perceptions qu'on peut en avoir de façon générale, de façon plus générale, dans d'autres contextes. Donc c'est cette matrice-là, qui va conditionner la façon dont les pays vont réagir aux crises qui vont se succéder dans la région. Inutile peut-être, ou peut-être utile, de faire un petit rappel rapide. La question palestinienne, c'est 1948 et 1967. C'est ces deux grands moments où beaucoup de Palestiniens sont contraints de quitter leur terre d'origine. Ensuite, il y a évidemment la guerre au Liban, où énormément de Libanais vont partir, mais finalement assez peu vont s'inscrire dans la région, mais vont plutôt partir vers des contrées beaucoup plus lointaines. Le conflit irakien, les conflits en Irak, avec ses multiples dimensions, avec la question kurde évidemment qui est tout à fait centrale et qui perdure à travers les âges, et puis la guerre Iran-Irak, les deux invasions et occupations américaines et internationales 1990 et puis 2003, la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, évidemment. Tous ces mouvements-là vont venir toucher d'une façon ou d'une autre des pays comme la Jordanie et comme le Liban. Alors, comment s'inscrit cette question des réfugiés plus contemporains dans deux pays comme le Liban et comme la Jordanie? Je vais commencer peut-être par donner ce qui singularise ou ce qui unifie la réponse de ces deux pays. Ces deux pays ont des relations complexes avec le Haut-Commissariat aux réfugiés. Donc ils ne sont pas signataires de la Convention de Genève, encore une fois, parce que la définition même que ces États ont de la question des réfugiés n'est pas la même que celle de la Convention. En tout cas, ils défendent un point de vue différent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le Haut-Commissariat aux réfugiés, comme il n'existe pas de procédure d'asile dans ces pays-là, le Haut-Commissariat aux réfugiés intervient pour finalement se substituer aux États d'accueil et vient travailler dans ces États pour déterminer et donner un statut de demandeur d'asile qui de facto n'est pas reconnu en tant que tel par les États d'accueil, mais en tout cas le Haut-Commissariat aux réfugiés délivre ce type de document que quelquefois peut s'appeler un certificat de demandeur d'asile, d'autres fois c'est une lettre de protection, tout dépend des accords qui ont été faits entre le pays et le Haut-Commissariat aux réfugiés. Donc le Haut-Commissariat aux réfugiés exerce une activité pour venir en aide aux réfugiés dans les limites de ce qui a été fixé par les États d'accueil. Et c'est là où, on le voit, ces limites sont extrêmement importantes. Ces limites sont importantes à plusieurs titres. Elles sont importantes à plusieurs titres parce que les États d'accueil, comme le Liban et la Jordanie, encore une fois, si on repart de ce paradoxe, ils accueillent un très grand nombre de réfugiés depuis un très grand nombre d'années, n'ont pas de réponse unique face aux différentes crises. Et donc, on a des États qui, face à chaque crise de réfugiés qui se déclenche ou qui arrive sur leur territoire, développent des réponses ad hoc. C'est-à-dire que quand les réfugiés irakiens arrivent, l'État libanais et l'État jordanien mettent en place une réponse pour l'arrivée des réfugiés irakiens, et puis quand les réfugiés syriens arrivent, c'est encore une autre procédure qui se met en place. Donc il n'y a pas de continuité temporelle dans la réponse, il n'y a pas de construction d'une politique d'asile sur le long terme. Alors si on se focalise sur la question des Syriens, aujourd'hui, on aussi, les deux pays ont eu à peu près, dans un premier temps, une modalité d'accueil similaire. C'est-à-dire qu'au début de la crise en 2011, il existe, avec des différences, des formes
de libre circulation entre les 3 États de la région, c'est-à-dire que les ressortissants syriens peuvent entrer au Liban. Il y a eu des accords qui ont été signés après la guerre civile en 1991 entre la Syrie et le Liban, puis des accords qui ont été signés avec la Jordanie. Et globalement, les citoyens syriens peuvent franchir la frontière et entrer en Jordanie et au Liban librement, sans avoir besoin de visa ni rien. Donc, au début de la crise, libre circulation, les frontières sont ouvertes, les 2 pays accueillent de façon importante les réfugiés, sachant que la plupart des réfugiés vont arriver entre 2012, 2013 et 2014. C'est le début de la crise où on a des mouvements très très importants des réfugiés. Et puis, à partir de 2014 et 2015, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir rapidement, les pays commencent à graduellement fermer leurs frontières. Ils commencent à graduellement fermer leurs frontières pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le nombre de réfugiés extrêmement important. Le Liban, en 2015, accueille plus d'1 million de réfugiés syriens enregistrés auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés. Là, ce sont les statistiques d'enregistrement du Haut-Commissariat, donc ils sont relativement fiables. Et ce chiffre du million inquiète les autorités très fortement, dans un contexte où vous savez que le Liban traverse un nombre de crises économiques, politiques, sécuritaires, de façon relativement régulière, malheureusement. Et donc ce chiffre inquiète beaucoup les autorités. On commence à avoir des frictions, des problèmes qui se font jour dans certaines régions. Et donc le Liban décide de suspendre et demande au HCR de suspendre l'inscription des réfugiés auprès de son agence. Évidemment, cela ne va pas arrêter le flux de réfugiés, puisque ces réfugiés fuient un conflit. Mais ils ne sont plus enregistrés auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés, ils arrivent avec un statut subsidiaire. La plupart franchissent la frontière de façon illégale et s'installent de façon illégale au Liban. Donc, en 2015, le Liban décide de radicalement changer sa politique et d'instaurer une politique de visa. Et donc impose un strict contrôle de sa frontière pour empêcher l'arrivée de nouveaux réfugiés syriens sur son sol. Évidemment, cela va fortement limiter les entrées, mais ça ne va pas les tarir, puisque les modalités de franchissement de la frontière illégaux sont extrêmement importantes. La même procédure va se mettre en place en Jordanie, qui va également progressivement fermer sa frontière et instaurer un camp à l'est, au nord-est de la Jordanie, qui va servir d'espace de premier enregistrement pour filtrer les réfugiés qui seront autorisés ou non à rentrer sur son sol et rendre beaucoup plus difficile le franchissement de sa frontière. La Jordanie a, à la différence du Liban, une beaucoup plus grande capacité à contrôler sa frontière, et donc les entrées, de facto, diminuent de façon extrêmement importante à partir de 2015. Et si on retient cette date de 2015, outre ces facteurs qui sont liés à l'ampleur de la crise des réfugiés, à la crainte des États d'accueil de ne pas pouvoir faire face à l'installation d'un si grand nombre de réfugiés, il y a 2 événements, un événement régional et un événement euro-méditerranéen, qui évidemment vont conditionner également le changement de la politique d'asile. Un, c'est la prise de pouvoir par l'État islamique d'une grande partie du territoire syrien. Et des attentats ont été commis à la frontière avec la Jordanie. La Jordanie a eu extrêmement peur qu'une infiltration d'éléments de l'État islamique sur son territoire. Et donc on a eu une crispation sécuritaire extrêmement forte et donc une fermeture de la frontière extrêmement rapide. D'un autre côté, plusieurs soldats et policiers libanais ont été enlevés sur le territoire libanais par l'État islamique et par un groupe Al-Nosra à l'époque. Il s'en est suivi des assassinats de militaires libanais. Donc également, les Libanais ont eu une crispation sécuritaire extrêmement forte avec le développement de l'État islamique en Syrie. Donc ça, c'est un point géopolitique et un tournant également dans le conflit syrien qui va conditionner la façon dont la réponse des 2 pays va se structurer. Et puis, évidemment, en 2015, à l'auditoire français, c'est inutile de le rappeler, c'est ce qui a été perçu, ou en tout cas nommé comme la crise migratoire en Europe, où on a à peu près 700 000 réfugiés qui vont arriver en Europe, principalement en Allemagne et en Suède à l'époque, très peu en France.
via la route turque et via la route des Balkans. Et donc du coup, il y a cette fermeture, donc cette ouverture des pays européens qui va se solder très rapidement par une fermeture aussi rapide de la frontière, et donc une crainte pour les États d'origine de ces réfugiés, le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Irak, et ainsi de suite, que si les mouvements de réfugiés s'intensifient sur leur sol, il n'y aura pas de possibilité pour ces personnes de poursuivre leur route pour trouver asile ailleurs, et qu'ils ne soient du coup les seuls à porter la charge et le poids de la gestion de cette crise de réfugiés. Donc on a cet événement également européen qui vient conditionner. Donc ces pays sont globalement, se perçoivent un peu comme des espaces intermédiaires entre d'un côté une Syrie où le chaos s'amplifie, avec un chaos sécuritaire qui risque de déborder sur leur propre territoire d'un côté, et de l'autre des pays qui sont potentiellement des pays de réinstallation, mais qui, eux, du coup, ferment également leurs portes. Et donc, du coup, la crainte pour ces pays de voir la situation des réfugiés se pérenniser sur leur sol est de plus en plus importante, d'où ces fermetures de frontières et le changement drastique de politique. Donc, c'est une réponse à une situation tout à fait particulière. Donc, une approche toujours sécuritaire, comme je vous l'ai dit, qui du coup a tendance à refermer la frontière, et également une approche qui est toujours conditionnée par des éléments de politique interne, qui ne sont jamais à sous-estimer. Très souvent, on considère que ces pays sont uniquement des sous-traitants d'une politique européenne, par exemple, ou des sous-traitants du HCR, ce qui en partie est une réalité, mais il ne faut pas négliger également les données politiques. La façon dont, comme je vous l'ai dit, les réfugiés sont partie intégrante d'une vision de la construction nationale dans ces pays. Et cet élément politique est également tout à fait déterminant pour comprendre ce tournant de 2014-2015, au moment où ces politiques changent. On a la Jordanie, d'un côté, qui a toujours été opposée au régime syrien. Ça, c'est historique, du temps du père Hussein et du père Hafez al-Assad. Les deux régimes étaient opposés très fortement, sur des lignes extrêmement opposées en termes d'appartenance à des grands blocs géopolitiques, le régime syrien étant l'allié globalement des soviétiques à l'époque et du régime iranien, et les Jordaniens étant beaucoup plus tournés vers les États-Unis et le bloc occidental. Donc la Jordanie a un soutien très actif à l'opposition syrienne, elle est très fermement opposée au régime syrien, elle contribue à la formation de la révolution, des élites de la révolution syrienne, et elle est base de départ de beaucoup d'opérations militaires françaises, britanniques, américaines qui partent du sol jordanien sur des bases militaires. Et donc, du coup, la question de l'accueil des réfugiés, elle est en adéquation. Ça veut dire que la Jordanie va avoir une perception positive, dirons-nous, des réfugiés, parce qu'ils symbolisent l'échec du régime d'Hafez al-Assad. Donc, évidemment, l'accueil est plutôt mieux organisé en Jordanie, même si la frontière est fermée. Mais encore une fois, la question de la diffusion de l'État islamique a été centrale. Et puis, d'un autre côté, on a au Liban quelque chose de complètement différent, puisque le Liban est divisé en deux blocs depuis le départ des Syriens en 2005 suite à l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais, qui a été assassiné au Liban. Dirons-nous que le régime syrien a été désigné par beaucoup d'acteurs comme étant à l'origine, ou en tout cas en soutien de cet assassinat. Et depuis, le Liban est divisé en deux blocs, qu'on appelle le 8 mars, qui est le bloc pro-syrien, et le 14 mars, qui est le bloc anti-syrien. Et donc, du coup, la société libanaise, et surtout son monde politique, est divisé en deux blocs. Et donc, on a un bloc qui soutient le régime, et un autre bloc qui, évidemment, s'oppose au régime syrien. Et évidemment, leur perception
des réfugiés est tout à fait différente. Le bloc en soutien au régime demande le départ et le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, alors que le bloc opposé au régime syrien a plutôt tendance à considérer que, effectivement, les réfugiés, c'est aussi le symbole de l'échec de ce régime et que finalement on doit les protéger puisqu'ils sont l'objet d'une très forte discrimination dans leur pays d'origine. Donc on le voit bien, la dimension politique, encore une fois, de la question des réfugiés, elle demeure extrêmement centrale dans la façon dont la réponse se construit. Et donc ça va donner, ce qui en vient à la dernier élément que je voulais traiter avec vous avant de vous apporter une brève conclusion en forme d'ouverture sur une des populations dont je n'aurais pas parlé ici, et je voulais terminer dessus tout à l'heure, mais on a donc des réponses conditionnées par ces éléments et par ces perceptions politiques tout à fait singulières et différentes pour chacun des deux pays. Alors, je vais débuter par la Jordanie. Encore une fois, la Jordanie, c'est un État très centralisé, avec un gouvernement très très fort, qui a décidé d'accueillir les réfugiés, encore une fois, syriens par solidarité avec un mouvement qui s'opposait à un régime contre lequel le régime jordanien est lui-même très fortement opposé. Et du fait de son expérience très longue dans l'accueil de populations réfugiées sur son sol, a développé une politique assez singulière et assez intéressante, dont le Liban, des fois, va s'inspirer par la suite. Les autorités jordaniennes, comme je vous l'ai dit, ont accueilli des réfugiés palestiniens. Dans les années 90 et après 2003, ont accueilli des dizaines de milliers de réfugiés irakiens et aujourd'hui accueillent à peu près 600 à 700 000 réfugiés syriens. La Jordanie a décidé, dans la construction de sa réponse à ces mouvements de réfugiés, de s'en saisir au final comme une sorte de rente humanitaire. Et la Jordanie a du coup imposé, depuis un certain temps, ça a commencé avec la crise irakienne 2006, 2007, 2008, quand cette crise a pris une certaine ampleur en termes numériques, d'imposer aux donateurs internationaux, aux bailleurs internationaux et aux organisations internationales qui travaillent sur son sol, de réserver une partie de l'aide humanitaire à la population jordanienne. Donc entre 15, 20, 25% de l'aide qui est apportée pour les réfugiés en Jordanie doit atterrir dans des organisations qui s'occupent des populations jordaniennes en nécessiteuses, en fait, les personnes les plus pauvres. Et ça, c'est une singularité extrêmement ancienne, qui a maintenant presque 20 ans, et qui forme vraiment l'armature de la logique d'accueil de l'État jordanien. C'est-à-dire que la Jordanie va ouvrir un camp, le camp de Zartari en 2012, puis va en ouvrir 2 autres par la suite au nord. Et ces camps, au final, vont servir... ils accueillent même pas peut-être 15 à 16% des réfugiés en Jordanie, les réfugiés syriens. Donc il n'y a pas d'utilité humanitaire aujourd'hui d'avoir des camps de réfugiés. La plupart des réfugiés syriens vivent dans les principales agglomérations du pays. Mais ces camps vont être construits par les autorités jordaniennes comme des vitrines humanitaires. C'est-à-dire une façon de pouvoir capter des fonds en montrant aux bailleurs internationaux la nécessité de leur venir en aide. Sachant qu'une partie des fonds qui seront captés seront redistribués in fine à la population jordanienne. Donc on a ici la gestion d'une rente humanitaire qui est assumée et qui est construite comme telle par les autorités jordaniennes. Et donc on va avoir des réfugiés qui vont du coup servir une politique de rente. Ça, c'est le premier aspect de la captation d'une rente liée à l'aide internationale, dont les Jordaniens sont extrêmement habiles, dirons-nous. Et d'un autre côté, la Jordanie va se saisir de l'accord avec l'Union européenne qui sera signé en 2016, donc ce qu'on appelle le Jordan Compact, qui va codifier la façon dont l'Union européenne va construire sa réponse d'aide aux Jordaniens.
et aux Libanais par ailleurs également à la même date, mais d'une façon tout à fait différente. Et la Jordanie va du coup se saisir de l'arrivée de la main-d'œuvre syrienne sur son sol. Donc tous ces réfugiés, c'est une main-d'œuvre plutôt qualifiée, plutôt à très bas coût, et qui va servir entre autres à remplacer une partie des travailleurs égyptiens qui étaient déjà présents en Jordanie précédemment. Et donc du coup, ils vont donner des permis de travail aux Syriens en échange de la facilitation de l'exportation de produits jordaniens dans l'Union européenne. Et donc là, on a réellement un jeu économique qui se fait et une négociation qui se fait par un État, encore une fois, centralisé, déterminé, mais qui va donc se servir de la question des réfugiés pour construire une réponse économique vis-à-vis de sa propre population. Et donc, du coup, on a une logique, encore une fois, d'intégration, certes relativement limitée et temporaire, mais qui, du coup, sert encore cette construction nationale jordanienne et cette construction économique jordanienne. Donc, à l'image de ce qu'ils ont fait pour les réfugiés palestiniens, puis irakiens, les Syriens également sont intégrés dans une logique politique et économique jordanienne. Avec donc au cœur de cet élément la perception de la question des réfugiés comme une rente potentielle et un bénéfice économique à long terme. Et donc du coup, ils ont facilité par exemple la réinstallation d'usines qui ont été fermées en Syrie et qui ont réouvert intégralement dans des zones économiques que les Jordaniens appellent des zones économiques qualifiées, qui sont des zones économiques spéciales qui bénéficient d'un régime de taxation tout à fait avantageux et qui permet l'ouverture d'usines par des investisseurs syriens, au même titre que ça s'est fait également en Turquie. Donc, ça, c'est la réponse jordanienne. La réponse libanaise, elle est beaucoup plus complexe. Le pays est en crise, le pays est divisé politiquement sur la question syrienne. Il traverse une crise extrêmement profonde, l'explosion du port, et ainsi de suite. Enfin, bon, toute une série d'éléments qui, évidemment, font que le Liban est dans un état d'instabilité. Et donc, du coup, la réponse va être, du point de vue des Libanais, une réponse qui va être extrêmement sécuritaire. Donc, la question, c'est on va limiter les droits des Syriens le plus possible, tenter, autant que faire se peut, de les exclure de la société libanaise. Donc, la conséquence des politiques qui sont mises à partir de 2015 pour restreindre l'accès au territoire et à la résidence et au marché du travail libanais va se solder en fait simplement par le fait qu'aujourd'hui, plus de 80% des réfugiés syriens au Liban n'ont pas de résidence légale, n'ont pas accès au marché du travail et se retrouvent de facto dans l'illégalité. Et donc cette illégalité, évidemment, les marginalise, au même titre que de nombreux autres migrants et réfugiés sont marginalisés au Liban. Donc on a ici quelque chose qui est finalement extrêmement similaire à la situation palestinienne, c'est-à-dire que globalement, les réfugiés syriens, graduellement, sont exclus de la société libanaise et s'inscrivent du coup dans des logiques d'illégalité, de pauvreté. Donc on a 80% qui n'ont plus de carte de résidence, on a près de 90% des réfugiés qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui au Liban, et ainsi de suite. Donc on pourrait encore faire un panorama de ces chiffres, mais je n'aurais pas vraiment le temps de le faire. Et puis parallèlement, pour mettre la pression sur le commissariat aux réfugiés et pour mettre la pression sur les bailleurs de fonds internationaux, le Liban, à façon régulière, et c'est arrivé en octobre dernier de façon extrêmement médiatisée, pousse et invite les réfugiés au retour volontaire dans leur pays d'origine. Donc on a régulièrement, c'est arrivé en 2016, c'est arrivé en octobre dernier au Liban, on a à force, grand renfort de caméras, de médias et ainsi de suite, des camions qui renvoient des réfugiés syriens qui rentrent volontairement dans leur pays. Alors, tout ça, c'est extrêmement médiatisé, mais cela ne concerne qu'un nombre très très limité, c'est quelques milliers de réfugiés à chaque fois qui rentrent. Le Haut-Commissariat aux réfugiés s'oppose évidemment au retour et refuse d'accompagner ces retours pour une raison bien simple, ils ne sont pas en mesure d'assurer qu'une fois la frontière franchie, la sécurité et la protection des réfugiés soient assurées dans leur pays d'origine. Donc on a ici une polarisation très très forte.
de la situation au Liban, avec une mise à l'index des réfugiés syriens par une large partie de la classe politique libanaise et une partie de la population également, avec des formes de stigmatisation et donc une mise à l'écart de la population syrienne, au Liban. Donc on voit bien que ces deux pays ont pris finalement des trajectoires très très différentes qui sont intrinsèquement liées au final à des questions sécuritaires et des questions politiques, beaucoup plus que d'autres facteurs. C'est ça qui me semble être très important pour comprendre la réponse de ces pays. Alors je vais rapidement conclure, pour ne pas trop dépasser mon temps de parole. Quelques éléments. Alors, peut-être que le panorama que j'ai fait est un panorama que je n'ai pas voulu faire uniquement à charge. Encore une fois, il faut toujours avoir en tête que, et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement important à avoir en tête quand on traite des pays de la région, quand on se base sous l'angle du droit, sous l'angle de la protection telle qu'elle est conçue par le Haut-Commissariat aux réfugiés, telle qu'elle est conçue par un certain nombre de nos États en Europe, évidemment, ni le Liban ni la Jordanie n'offrent des garanties que l'on pourrait qualifier en accord avec les standards internationaux de protection que peuvent apporter la Convention de Genève. Mais cela ne doit pas faire oublier que par ailleurs, ces pays accueillent ces réfugiés sur leur sol, à la différence de nombre de pays européens. Et donc, en quelque sorte, à cette conception d'une forme d'asile basée sur des droits, ces pays offrent ce que l'on pourrait qualifier un asile territorial. Ça veut dire que, au final, quoi qu'on puisse en dire, et quel que soit ce qu'on puisse penser des politiques qui sont mises en place par ces deux pays, plusieurs millions de Syriens ont trouvé refuge et ont pu fuir un conflit et trouver, en tout cas, la sécurité dans les pays voisins. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour massif involontaire de réfugiés syriens, ni depuis le Liban, ni depuis la Jordanie. Il y a eu des retours involontaires, forcés, mais dirons-nous qu'on peut encore les compter. On peut, plusieurs organisations humanitaires comme Human Rights Watch ont fait plusieurs rapports dessus. Cela existe, c'est pas à nier, mais de facto, ça n'est pas quelque chose de généralisé. Donc l'asile sous forme territoriale, qui est une des formes historiques de l'asile, existe dans ces pays. Et si ces pays avaient fermé leurs frontières beaucoup plus tôt, je pense que de très nombreux Syriens auraient subi les conséquences du conflit dans leur pays de façon beaucoup plus forte. Donc il faut toujours balancer ces visions quelquefois négatives, évidemment, que l'on peut avoir des politiques avec une lecture qui serait, dirons-nous, empreinte du filtre de la Convention, et concevoir que l'asile territorial est aussi une forme d'asile, et qu'il répond, en tout cas dans des urgences humanitaires, à une certaine forme de protection des populations qui en ont besoin. Alors évidemment, ça n'exclut pas qu'en l'absence de statut, les situations sont très réversibles, et que donc il suffit qu'un État décide de renvoyer les populations. Là, ils n'ont que très peu de protection. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment un élément qui est tout à fait problématique dans cette forme d'asile territorial. Quand on accorde de façon temporaire la résidence à des personnes qui fuient un conflit, ça veut dire qu'on peut changer d'avis et qu'on peut les renvoyer dans leur pays avant que le conflit ne soit fini. Et puis je vais terminer sur une population dont je n'ai finalement que peu parlé, et une population sur laquelle je travaille depuis très longtemps, et qui pose justement, qui pose la question, de la protection, qui pose la question des trous dans la protection que peut donner la Convention, que peut donner les Nations Unies, que peuvent donner les États d'accueil. C'est la question des réfugiés palestiniens qui doivent fuir un pays déjà en conflit. Donc je parle par exemple des réfugiés palestiniens de Syrie. La Syrie, avant 2011, avait près d'un demi-million de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l'UNRWA, qui résidaient sur le sol
syriens, et qui, du fait du conflit, ont dû également fuir la Syrie. Sauf qu'ils sont apatrides, qu'ils dépendent d'une agence des Nations Unies, l'UNRWA, qui leur donne des droits dans leur pays de résidence, assistance, dans leur pays de résidence, la Syrie, mais une fois la frontière franchie, perdent la quasi-totalité de leurs droits et de leur protection. Et donc, aujourd'hui, on a près de 70 000 réfugiés palestiniens de Syrie qui ont été contraints de fuir la Syrie, de trouver refuge principalement au Liban, qui leur a également ouvert leurs portes. Donc c'est également à signaler, malgré toutes les restrictions qui sont imposées aux Palestiniens, mais qui se retrouvent de facto exclus du système d'aide et de protection du Haut-Commissariat aux réfugiés, puisqu'ils sont déjà enregistrés auprès d'une autre agence. Mais l'UNRWA, encore une fois, a des moyens limités et a mandat pour les réfugiés qui sont enregistrés dans le pays où elle exerce. Et donc les réfugiés syriens qui arrivent, les réfugiés palestiniens de Syrie qui arrivent au Liban, ne bénéficient que d'une aide extrêmement limitée. Ils sont apatrides, ils n'ont pas d'État pour les protéger. L'organisation internationale qui s'occupe d'eux, qui leur apporte de l'assistance, n'a que des moyens limités lorsqu'ils franchissent une frontière internationale. Et donc, ils se retrouvent de facto du statut de réfugiés protégés dans leur pays de premier accueil au statut d'illégaux dans leur pays de second accueil, donc là, particulièrement le Liban. Et évidemment, comme ils ne sont pas syriens, ils ne répondent à aucun des critères des États d'accueil, donc ils ne sont pas soumis au même régime, donc ils n'ont pas les mêmes droits à la résidence, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès à l'éducation, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès à la santé, ils n'ont pas les mêmes droits d'accès au système d'assistance, par exemple aide alimentaire et ainsi de suite. Ils sont exclus de l'intégralité de ces systèmes-là. Et donc du coup se pose la question qui s'était déjà posée en 2003 avec la chute du régime de Saddam Hussein, où il y avait des réfugiés palestiniens qui se sont retrouvés littéralement à l'époque dans une situation qui était kafkaïenne, bloqués dans un camp, dans un no man's land entre l'Irak et la Syrie. L'Irak ne voulant pas récupérer ces personnes qui avaient fui, et la Syrie ne voulant pas les laisser rentrer, disant que la question des Palestiniens n'était pas de leur ressort, mais du ressort de la communauté internationale et du ressort des négociations israélo-palestiniennes, et que ça ne les regardait pas. Et donc on a eu plusieurs milliers de Palestiniens d'Irak, qui avaient trouvé refuge en 1948 en Irak, qui se sont retrouvés dans ce no man's land. Et ni l'UNRWA, ni le HCR n'avaient mandat pour intervenir. Voilà. Donc je voulais conclure sur cette note pour dire qu'on a toujours, dans tous ces systèmes de protection, il y a toujours en fait des groupes qui, du fait de leur histoire particulière, pour des questions souvent politiques et pour des questions de déploiement des différents instruments juridiques de protection et d'assistance, ne rentrent dans aucune des catégories et se retrouvent de facto marginalisés et de facto sans aucune protection. Et je dirais du coup que c'est un peu la quintessence de ce que peut représenter les difficultés que traversent aujourd'hui les populations réfugiées au Proche-Orient. Et je vous remercie.